Germinal, qu'est-ce que c'est? Germinal, comme but, ils souhaitent aider 1 million d'entrepreneurs à faire 1 million de chiffre d'affaires. Et pour le faire, ils ont créé un incubateur en ligne pour apprendre toutes les compétences et pour avoir toute l'aide dont on a besoin pour atteindre ce million de chiffre d'affaires. Et Nina, c'est la copywriter de Germinal. Donc Nina, je me permets, même si tu as plus l'habitude qu'on te donne la plume, je me permets de te donner la main. C'est trop cool. Merci pour cette intro et ce pitch très, très, très cool. T'as 4000 inscrits, la pression un peu. J'ai regardé les messages dans le chat. Je vois Gabrielle qui me dit qu'elle a lu la newsletter de ce matin. C'est trop, trop cool. Je sais pas si y a peut-être des gens qui me connaissent un peu, mais en tout cas, oui, voilà, exactement. Donc, je suis copywriter chez Germinal. Je me représente pas. Tu as fait une super presse. Juste rapidement, le copywriting, c'est quoi? Le copywriting, en fait, c'est l'art de vendre avec les mots. Et quand on dit vendre, en fait, on entend vendre au sens large du terme, au sens de déclencher une action. Par exemple, moi, donc, je fais des emails de vente, donc vente par email, évidemment, mais je fais aussi la newsletter où toutes les semaines, j'écris à 21 000 personnes. Et notamment, je publie aussi beaucoup sur LinkedIn. Je suis à peu près 1 million de vues. Et quand on écrit une publication, par exemple sur LinkedIn, mais même ailleurs, juste le fait de créer de l'engagement, que ce soit un like ou que ce soit un commentaire, c'est déjà une manière de vendre au sens large, c'est-à-dire d'engager des gens. Et donc, l'art, le copywriting, c'est vraiment l'art de créer de l'engagement à l'écrit. Alors, à l'inverse du SEO, c'est vrai que moi, j'ai pas trop la partie référencement, mais dans ce que je fais au quotidien, en fait, il y a pas mal de choses qui peuvent être utilisées en SEO. Et notamment, la première partie, ce que j'appelle la R&D. Moi, je fais des études scientifiques, donc peut-être que ça vient de là, mais c'est vraiment toute la phase de recherche que je fais sur mon audience pour, en fait, derrière, adresser le bon discours. Et quand j'enseigne le copywriting, je vois que la plupart des gens, ce qu'il leur manque pour avoir un texte avec de l'impact, pour avoir un texte qui vend, qui engage, c'est souvent qu'ils n'ont pas les arguments et les leviers pour entrer dans la tête de leurs clients et de leurs prospects, pour les convaincre. Et du coup, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, dans cette présentation, je vous invite vraiment à me poser des questions dans le chat. J'ouvrirai souvent la fenêtre du chat parce que là, moi, je vois pas ce que vous dites en même temps dans la discussion, mais j'ouvrirai régulièrement et j'essaierai aussi d'adapter ce que je vous dis au fur et à mesure de vos questions. Et en tous les cas, je répondrai à la fin. Donc, on est parti. La première chose que je voulais voir avec vous, c'était pourquoi c'est important en fait, d'entrer dans la tête de ses clients. Ok, en fait, on n'est pas psy quand on fait du copywriting, quand on écrit des articles. Donc, pourquoi en fait c'est important? À quoi ça va nous servir? Ensuite, je vous parlais de la plus grande erreur que les gens font en général quand ils font tout ce travail de R&D. Puis, quel état d'esprit? Dans quel état d'esprit il faut se mettre pour appliquer ce que j'appelle moi la R&D? Et donc, je vais vous livrer ma méthode. Ma méthode, c'est les coulisses de tout ce que je fais, que je vous disais tout à l'heure, avant d'écrire n'importe quel contenu, que ce soit un article, que ce soit une publication, que ce soit un email. À chaque fois, en fait, je déploie cette méthode. Alors, je la fais qu'une seule fois par type d'audience, mais je la déploie et elle est très adaptable en fait en fonction de à la fois votre business et à la fois de ce que vous faites et des articles que vous allez écrire. Donc, il y aura une partie théorique où je vais vous expliquer comment je fais et la partie pratique. Donc là, ce que j'ai voulu faire, c'est vous montrer de manière très concrète avec des screenshots, avec des exemples, comment est-ce que moi j'ai mis en application. Donc on n'est pas du tout sur quelque chose de nébuleux. Moi, je vais vous montrer des choses applicables avec lesquelles vous allez pouvoir repartir et que vous allez pouvoir mettre en place dès ce soir. Donc on est parti. Pourquoi on va rentrer dans la tête des gens? La première chose dont je vais vous parler, c'est alors peut-être qu'il y a des gens pour qui ça va être un peu des rappels, mais je voulais surtout qu'on reparte tous du même niveau. À quoi ça sert de rentrer dans la tête des gens? Imaginons que je veuille vendre ce vélo. Si je dois le vendre à donc, potentiellement mon copain, qui est plutôt bobo écolo, qui a la trentaine, qui vit à Paris, qui fait attention à ce qu'il consomme, etc. Je lui dirais, bah écoute, si tu veux pour passer de la voiture, l'intérêt pour toi de passer de la voiture au vélo, c'est plutôt que le vélo, bah, c'est écologique, tu vas réduire ton empreinte carbone. Donc là, je dirais un argument plutôt écologique. Si je devais convaincre ma mère, qui est parisienne depuis 40 ans, qui à l'époque, bah, il n'y avait pas du tout d'embouteillage à Paris et qui a vu ses temps de trajet multipliés par 4 et des galères pour se stationner, bah, elle, je lui dirais plutôt, écoute, si tu abandonnes ta voiture et que tu passes au vélo, bah, en fait, tu vas gagner du temps.
et tu vas gagner du temps de trajet, mais aussi de stationnement, et ce sera beaucoup plus facile pour toi. Et dernière chose, si je devais me convaincre moi-même de passer de la voiture au vélo, je me dirais, Nila, écoute, voilà, ça fait 1 an que c'est le confinement, tu as arrêté le sport, tu as pris quelques kilos. L'intérêt pour toi de passer de la voiture au vélo, c'est de pouvoir faire du sport sans y consacrer trop de temps dans ta journée et de manière hyper facile. Donc, ça te fait une demi-heure d'activité sportive par jour. Et donc, c'est bon pour ta santé. Et donc là, vous voyez que avec le même produit, en fait, j'ai pris 3 angles qui étaient totalement différents en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Et c'est là où c'est intéressant de rentrer dans la tête de son client, c'est de savoir quel argument va être le plus pertinent en fonction d'à qui vous vous adressez. Et donc, finalement, avec un lecteur ou un interlocuteur, un destinataire, on a un bénéfice et finalement, derrière, on va pouvoir faire une offre qui va être plus convaincante. Et en fait, ces 3 personnes à qui je m'adresse, c'est ce qu'on appelle des personas. Donc, encore une fois, comme je vous ai dit, c'est un rappel. Peut-être qu'il y en a qui savent déjà ce que c'est qu'un persona, mais voilà, je voulais qu'on reparte tous du bon pied. Et donc, les personas, donc c'est un avatar, on appelle ça aussi un avatar. Le truc avec les personas, c'est que souvent, la manière dont, vous me direz dans les discussions, dites-moi aussi dans le chat, la manière dont comment vous faites pour définir vos personas et comment vous faites, vous, pour définir un avatar. Mais la plupart des gens, pour définir un personnage, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se dire, OK, c'est clair, elle a 30 ans, elle est responsable marketing dans une grande entreprise. Enfin, ils vont plutôt se concentrer sur des critères qui vont être ce qu'on appelle des critères démographiques. Sauf que, là, on arrive à l'erreur à éviter. On peut avoir exactement les mêmes critères démographiques que quelqu'un d'autre et pourtant ne pas du tout lui ressembler. Et donc là, c'est une slide que j'ai récupérée de Louis Grenier, qui est un super marketeur, qui a une newsletter qui s'appelle Everyone Hates Marketing. Everyone Hates Marketer. Et en fait, c'était intéressant parce que ce qu'il disait, c'est qu'il disait que là, par exemple, ces deux personnes-là ont le même âge. Donc, c'est Ozzy Osbourne et le prince Charles. Donc, tous les deux 73 ans, tous les deux enfants, ils sont tous les deux anglais, ils sont tous les deux riches. Ils vont tous les deux en vacances dans les Alpes. Et pourtant, c'est des personnages qui sont totalement différentes. Donc, de manière démographique, si on regarde sur le papier, potentiellement qu'elles se ressemblent beaucoup, alors que elles vont pas être touchées par les mêmes personnes. On voit que Ozzy Osbourne, il est plutôt sur un délire rock'n'roll, fun, et puis le prince Charles, voilà, pas sur la même ambiance. Donc là, vous voyez que en fait, en définissant les personnages de cette manière-là, on a quand même beaucoup de chances de se tromper. Et ça, c'est la grosse erreur à éviter. Ce que je vois très souvent, c'est qu'en fait, on s'en fiche à peu près de l'âge que les gens ont, du nombre d'enfants qu'ils ont, à part si évidemment vous vendez un produit destiné aux enfants. Là, c'est sûr que oui. Mais de manière générale, quand on définit son persona, c'est pas ce qui compte le plus. En fait, ce qui compte le plus, c'est là où on va en venir au sujet de la conf, qui est comment entrer dans la tête de ses clients. C'est finalement qu'est-ce qui rassemble les gens et qu'est-ce qui les oppose. C'est 3 choses. Donc, leur douleur, leur désir et ce qu'on appelle les triggers en anglais, donc les déclencheurs. Et donc, c'est ça, en fait, qu'on va aller chercher quand on va aller dans la tête de nos clients. On va chercher plutôt à s'éloigner du modèle des personnages tel qu'il est défini de manière démographique et on va plutôt aller chercher qu'est-ce qui est défini de manière émotionnelle. Et pourquoi c'est important l'émotionnel? Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Les gens oublieront ce que vous leur avez dit, ils se souviendront de comment vous les avez fait se sentir ». Et donc, notamment dans l'écriture et notamment dans le copywriting, quand on veut convaincre et quand on veut faire passer un message, ce qui est important, c'est de faire passer une émotion. Les gens vont retenir les émotions. Et donc, si vous arrivez à activer les bons leviers émotionnels chez eux, ils vont s'en souvenir. D'ailleurs, là, si je vous disais dans votre vie, donnez-moi 3 moments marquants de votre vie, il y a de grandes chances pour que ce soit des moments très heureux, soit des moments très malheureux. Donc, les émotions agissent comme des marqueurs. Et donc, nous, ce qu'on va essayer, c'est d'aller activer ces marqueurs. Mais encore faut-il savoir ce que les gens ressentent. Parce que si on arrive à comprendre ce qu'ils ressentent, on arrivera potentiellement à appuyer sur les bons leviers. J'espère que c'était clair pour cette partie-là. Désolée, je m'hydrate. Et donc, moi, ce que je voulais vous livrer
de manière dont là, on a passé un petit peu la phase d'intro. Moi, ce que je voulais vous livrer, c'était vraiment ma méthode de A à Z. Comment je fais, en fait, pour aller capter ce qu'il y a dans la tête des gens, capter leurs émotions, capter leurs frustrations, leurs douleurs, leurs peurs et surtout capter ce qui va faire que on va aller, enfin, ce qui va déclencher, en fait, un marqueur dans leur esprit. Et c'est ça qu'on veut finalement en tant que marque, en tant qu'entreprise. Et même quand on écrit des articles, on veut potentiellement que la personne, elle revienne et elle continue à consommer du contenu. Donc, le bon état d'esprit à avoir quand on commence cette phase de R&D, il est assez simple finalement. La première chose à se dire, c'est que les gens ne sont pas des autres vous. C'est une erreur que je vois souvent quand j'enseigne le copywriting et puis même de manière générale, c'est que chez Germinal, on accompagne des entrepreneurs. Donc, finalement, notre objectif, c'est d'aider les entrepreneurs à passer de 0 à 1 million de chiffre d'affaires. Et ce qui est marrant, c'est de voir à quel point les gens sont persuadés connaître leur cible et connaître leurs problèmes. Et or, c'est pas le cas. En fait, en tant qu'être humain, on va projeter, nous, nos difficultés sur les autres. Par exemple, sur l'écriture, moi, je pensais que les gens, ils avaient du mal quand j'enseigne l'écriture. Donc, comme je vends une formation au copywriting, donc quand je voulais vendre cette formation, moi, je pensais que les gens, en fait, ils avaient du mal à écrire parce que, en fait, ils avaient pas d'idée. Alors que je me suis rendu compte qu'en fait, la plupart du temps, les gens ont du mal à écrire parce qu'ils ont la peur du jugement. Alors, il y en a aussi qui n'ont pas d'idée, hein, mais il n'y a pas d'idée, il y a la peur du jugement et il y a la peur de faire des fautes d'orthographe. Et ça, par exemple, moi, en tant que copywriter, mon quotidien, c'est d'écrire. J'ai pas trop ces appréhensions-là. En tout cas, je les ai plus. Je les ai eues au début. Et pour moi, ça a été assez compliqué finalement de me projeter dans les peurs qu'un débutant pourrait avoir. Et donc, c'est tout ce travail-là que moi, j'ai commencé à faire. Alors, je prendrai un exemple tout à l'heure, mais quand j'ai voulu vendre ma formation donc en ligne au copywriting, c'est tout ce travail que j'ai dû faire pour me dire, OK, en fait, c'est quoi les principales frictions des gens et comment est-ce que je peux, moi, y répondre. Donc, la deuxième chose à avoir en tête, en fait, avant de passer à la méthode, ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a vraiment cette partie-là où, en fait, c'est important de se mettre de côté et de mettre ses préjugés de côté et de mettre, en fait, nos présupposés, enfin, pas nos idées reçues, mais en fait, nos idées préconçues sur un sujet. L'idée, c'est vraiment d'arriver en mode page blanche. Et c'est ça qui va faire que le travail de R&D va vous apporter de la valeur. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'être en empathie. L'objectif, c'est qu'on va essayer de comprendre ce qu'il y a dans la tête des gens, essayer de rentrer dans leurs émotions. Ça demande aussi beaucoup d'abnégation, c'est-à-dire de mettre de côté ce que nous, on peut ressentir et de se mettre soi-même de côté, d'être très dans l'écoute. Donc ça, c'est en termes d'état d'esprit. Avant de commencer, qu'est-ce qui vous attend? Donc, se couper un peu de ses propres pensées, se couper de ce qu'on pense que les gens pensent. Et dernière chose, dans cette phase de R&D, on va essayer d'accumuler un maximum d'informations. C'est pas le moment de trier. C'est pas le moment de juger si une information est intéressante ou pas. C'est vraiment le moment d'accumuler un maximum d'informations. Il y aura une deuxième étape qui va consister à trier ces informations. Mais dans la première étape, ça va être vraiment d'accumuler un maximum de choses. Et donc, moi, ce que je conseille en général, c'est d'avoir toujours un document sur lequel mettre toutes les informations qu'on va récolter. Donc, ça peut être un Google Doc, ça peut être une note sur votre téléphone. Moi, j'utilise Bear, B-E-A-R, c'est une application où il y a Evernote aussi qui marche bien, qui vous permet en fait d'écrire des notes et de les classer par thème. Donc moi, souvent, ce que je fais, c'est que je mets copywriting et puis je les classe dans un dossier. C'est assez bien. L'idée, c'est de pouvoir noter très rapidement des informations qu'on va obtenir à peu près partout, parce qu'on va aller avoir pas mal de sources d'informations qui vont être très différentes. Donc, je répète, première chose, être dans cette optique de se dire, OK, en fait, je suis une page blanche et j'essaie de mettre de côté tout ce que je pense, tout ce que je ressens et les avis que je peux avoir déjà, surtout que si c'est votre produit ou si c'est un article que vous avez écrit, mettre de côté vos présupposés. Deuxièmement, l'empathie. Et troisièmement, accumuler un maximum et noter. Et donc, on en arrive au cœur du sujet, qui est, on a à peu près la moitié de la présentation là, qui est la méthode. Cette méthode, elle se découpe en 3 parties. Dans la première partie, on va aller du plus large au plus restreint, donc du plus grand au plus précis, du plus
du plus général au plus particulier. Et donc, la première étape de cette méthode, l'avantage, c'est que pour entrer dans la tête des gens, vous n'avez pas avoir besoin dans cette première étape, vous n'avez pas avoir besoin d'avoir des gens à votre disposition. Parce que parfois, il est possible que vous écriviez un article pour une audience que vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas forcément de personnes à portée de main que vous pourriez interroger. Donc, dans cette première étape, c'est vraiment, on va se mettre dans une position d'espion. L'idée, c'est d'aller capter toutes les informations que vous pourriez avoir sur Internet concernant votre audience. Donc ça, c'est utile si vous n'avez pas encore de clients, si vous entreprenez, vous n'avez pas encore de clients, ou sinon si vous écrivez pour une audience que vous ne connaissez pas. C'est aussi utile si vous voulez aller vite, si vous n'avez pas le temps de creuser en fait vos personas. C'est un moyen d'obtenir des informations sur elles sans pour autant avoir à organiser des rendez-vous ou à créer des sondages, etc. Et ça vous donne aussi une idée préliminaire, ça vous donne une tendance générale et globale. Maintenant, comment faire? Donc, très simple, vous prenez votre Google Doc, tout à l'heure on en a parlé, et là, l'idée c'est de faire des copier-coller de tout ce que vous voyez sur Internet qui concerne votre cible. Donc, vous êtes en mode espion et vous allez avoir plusieurs sources sur lesquelles vous allez aller récupérer des informations. Les sources qui sont assez intéressantes à regarder, c'est premièrement Amazon. Imaginons que vous vendiez. Moi, par exemple, j'ai fait l'exemple que je vais vous donner par la suite, c'est quand j'ai fait créer ma formation au copywriting. Donc, ça va être sur la vente d'une formation au copywriting. Vous pouvez l'appliquer à, je sais pas si vous vendez des vélos, à des vélos, quoi. Donc, en fait, je suis allée voir sur Amazon, j'ai tapé copywriting et en fait, je suis allée voir toutes les reviews, donc tous les commentaires qui avaient été laissés par les gens sur Amazon, sur les livres notamment, sur les livres qui concernaient le copywriting. Et donc là, j'ai vu dans tous les livres des commentaires, je vous les montrerai après, qui m'ont permis en fait de comprendre ce que les gens voulaient apprendre, ce qu'ils désiraient apprendre au travers du copywriting, au travers de l'écriture, ce qui les gênait, leur frustration. Donc ça a été une première source d'information et l'idée, c'est de copier-coller tout ce que vous voyez. Ce n'est pas le moment de trier, encore une fois, vous copiez-collez. Deuxième endroit et deuxième source qui est intéressante, c'est Quora. Quora, c'est un genre de Wikipédia, un espèce de forum ouvert où les gens peuvent se poser des questions de manière très générale et il y a d'autres gens qui viennent leur répondre. Et là, ce qui est intéressant, c'est pas forcément d'aller voir les réponses que les gens donnent, mais c'est plutôt de voir les questions que les gens posent. En regardant les questions que les gens posent, vous aurez aussi une idée de ce qu'il y a dans leur tête et vous allez commencer à faire Inception et potentiellement, c'est des questions qui vont se poser et ça peut être aussi des titres d'articles, ça peut être quelque chose que vous allez utiliser à peu près partout. Mais en tout cas, avoir les questions que les gens se posent, c'est hyper intéressant. Donc, je vous conseille d'aller sur Quora. Autre endroit aussi qui est ultra intéressant, c'est les groupes Facebook. Sur les groupes Facebook, pareil, comme sur Quora, il y a des gens qui arrivent avec leurs questions et ils disent bon bah écoutez, voilà, moi je galère sur ce sujet-là. Alors j'en sais rien moi. Imaginons que vous vendiez la lessive en feuille, vous écriviez des articles sur la lessive en feuille, comment être plutôt éco-responsable sur les produits d'entretien ménager par exemple. Et ben potentiellement si vous pénétrez des groupes Facebook qui parlent d'éco-responsabilité et surtout autour des produits chimiques, et ben vous allez voir peut-être des gens parler de ok, comment créer sa lessive naturelle. Et là, vous allez comprendre que potentiellement, c'est des questions que les gens se posent. Donc, c'est un endroit où aller récupérer les questions que les gens se posent. Donc, les groupes Facebook. Aussi, vous allez voir les réponses que les gens donnent. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. Autre endroit, les groupes Slack. Je vous invite aussi à pénétrer les groupes Slack, un peu en mode espion encore, mais à pénétrer des groupes Slack de votre cible. Moi, par exemple, j'écrivais des articles à un moment pour les recruteurs. En fait, ma meilleure source d'information, c'était le Slack des recruteurs. Et là, je voyais toutes les questions, toutes les discussions qu'ils pouvaient avoir et les questions qu'ils pouvaient se poser en tant que recruteur. Et donc, j'ai découvert une chose. J'ai découvert qu'en fait, les recruteurs galéraient à recruter, galéraient à trouver des CV. Alors que côté candidat, on pourrait se dire que c'est plutôt l'inverse, que le rapport de force, il est du côté des recruteurs. Alors que quand on se rend compte et quand on pénètre le milieu, on se rend compte qu'en fait, la première question que les recruteurs se posent, c'est comment faire du sourcing, c'est-à-dire comment trouver des gens à recruter. Donc, voilà, encore une fois, c'est une problématique qu'on ne pourrait pas soupçonner si on n'entre pas dans l'univers de son audience. Et dernière chose, donc là, c'est quelque chose que j'ai appliqué il n'y a pas longtemps, mais moi, c'était sur Clubhouse. Donc, encore une fois, c'est un autre
média, un autre moyen. Donc Clubhouse, c'est un système de conférence audio, de chat audio, où les gens peuvent poser leurs questions et prendre la parole. Et là, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est pas le contenu que les gens vont délivrer, c'est plutôt les questions qu'ils vont poser. Donc là, je vous ai donné plusieurs exemples de médias. Donc j'avais pris à la fois aussi des médias qui étaient orales, écrits, des réseaux sociaux. Enfin bref, j'essaie de vous donner pas mal de sources. Si vous allez dans tous ces endroits-là, il est évident que vous allez, au bout d'un moment, voir des questions qui vont revenir, des interrogations, voir des choses qui vont se recouper. Et donc, vous allez commencer à dessiner un peu, à avoir une idée de comment ça se passe dans la tête de votre audience, de ces gens-là en particulier. Quelles sont les questions qui se posent, etc. Qu'est-ce qu'ils ressentent? Parfois, il y a des gens qui expriment leur colère, leur frustration. Est-ce que, voilà, vous allez déjà commencer à avoir quelque chose qui va se dessiner. Mais c'est pas grave si à ce stade-là, c'est pas très précis, mais c'est une première étape. Donc, je résume. C'est une étape où vous avez besoin de rien ni de personne. Vous allez pouvoir, contrairement à celles qui vont arriver, vous avez besoin de rien ni de personne. Vous allez juste espionner. Vous allez, vous pouvez le faire à la limite avec votre ordinateur, une connexion Internet. Il n'y a pas d'excuse pour pas faire cette étape. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas la faire quand on écrit un article. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas la faire quand on rédige publication sur LinkedIn ou quand on rédige une page de vente. C'est vraiment, moi, c'est quelque chose que je fais systématiquement. Là, je dois écrire une page de vente sur le no-code. Je sais, enfin, sincèrement, c'est pas du tout mon univers, mais ce que je vais, enfin, la première chose que j'ai faite, c'est aller voir ce que les gens disent sur le sujet et quelles sont les questions qui se posent et les objections qu'ils ont. Et encore une fois, je répète, mais dans cette partie-là, vous n'avez pas besoin de classer. Là, l'objectif, c'est d'avoir tout dans un Google Doc. Donc, rassembler toute la matière première que vous allez pouvoir derrière utiliser pour créer vos personas et vous faire une idée précise de ce qu'il y a dans la tête de chacun de vos clients. Donc là, c'était la première étape. Ensuite, on va passer à la deuxième étape. Dans cette deuxième étape, c'est une partie où vous allez être directement en contact. Donc, j'appelle ça faire un sondage. C'est un sondage, c'est assez large. Le sondage, je vais vous détailler un petit peu l'idée. Mais là, l'objectif, c'est d'avoir une liste de personnes, donc un échantillon de personnes qui est dans votre cible. Par exemple, moi, je commercialise une formation au copywriting pour les entrepreneurs. J'ai besoin d'avoir une centaine d'entrepreneurs sous la main. Comment est-ce que j'obtiens cette liste d'entrepreneurs ou d'emails en l'occurrence? Alors, soit c'est des choses que vous avez déjà dans votre base de données, donc prenez un échantillon, soit c'est possible aussi d'aller sur les groupes Slack ou d'aller dans les groupes Facebook, de poster son sondage pour que les gens y répondent. Donc bon, je ne vous fais pas un détail de comment acquérir sans adresse email, ce sera l'objet d'un autre cours peut-être sur l'acquisition d'email, mais en tout cas, il vous faut un échantillon de personnes. Et donc, l'objectif, donc les consignes à respecter pour créer son sondage, la première, c'est d'avoir des réponses, pour avoir des réponses pertinentes. Contrairement, c'est contre-intuitif, mais on ne va surtout pas faire de QCM. Il faut arrêter avec les QCM, c'est pas du tout ce qu'on veut. Alors, peut-être que dans d'autres cas, c'est pertinent de faire un QCM, je ne dis pas le contraire, mais là, on va chercher à comprendre ce que les gens disent, les mots qu'ils utilisent, pour derrière, si vous faites un article SEO, vous allez vouloir réutiliser les mêmes mots, réutiliser les mêmes tournures de phrases. Donc, vous n'avez aucun intérêt à utiliser un QCM. L'objectif, alors derrière, en traitement de données, ça va être beaucoup plus long à lire. Je vous montrerai moi ce que j'ai obtenu. Mais là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir la formulation, les mots que les gens utilisent dans leur tête. Comment est-ce qu'ils parlent de leurs problèmes? Comment est-ce qu'ils parlent de leurs désirs? Comment ils parlent de leurs émotions? Les faire mettre des mots là-dessus. Donc, premièrement, pas de QCM. Deuxièmement, évidemment, faire des questions ouvertes. Et troisièmement, laisser les gens utiliser leurs propres mots. Essayez de ne pas influencer avec des mots que vous auriez utilisés. Ça, c'est un espèce de grand principe pour rester, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, dans cette posture d'être une page blanche et de ne pas soi-même introduire des biais. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, quand vous faites votre sondage, on verra les questions qu'on pourra poser, ne vous inquiétez pas. Mais ça, c'est encore une fois, c'est pour avoir les bonnes consignes. Pour avoir de l'engagement, moi, j'aime pas faire des choses qui sont trop longues. En général, je pose 3 questions. C'est déjà très bien. L'idée, c'est de donner envie aux gens d'y répondre. Là, il y a pas mal de gens qui font... Enfin, moi, j'ai déjà vu faire. Soit vous avez une communauté engagée ou un mailing list où les gens
ont envie de vous répondre et sont avec vous et sont embarqués. Moi, sur ma newsletter, j'ai 21 000 personnes toutes les semaines. Je sais que parmi les 21 000 personnes, si j'envoie un sondage, évidemment qu'il y en aura une centaine qui va me répondre. Et la plupart du temps, c'est des gens qui sont engagés, qui sont contents de la valeur que j'apporte, donc qui répondent avec plaisir. Mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez aussi mettre une incentive, donc mettre une récompense, par exemple, répondez à ce sondage et vous aurez accès à tel contenu gratuit. Donc, le contenu gratuit, ça peut être une vidéo, ça peut être un article, ça peut être un livre blanc. En tout cas, de créer une incentive pour les pousser, en fait, à répondre à ce questionnaire. Et même si vous le faites dans votre newsletter, moi, j'explique toujours aux gens pourquoi ils doivent le faire et pourquoi ça. Alors, en l'occurrence, je leur dis ça m'aiderait, voilà, c'est pour vous proposer du meilleur contenu. Mais en tout cas, expliquez aux gens votre démarche, ils seront beaucoup plus disponibles et disposés à vous répondre. Ensuite, moi, j'utilise comme outil Typeform. Je trouve que c'est convivial. Après, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, mais bon, Typeform, c'est bien. Et moi, ce que je conseille, c'est d'avoir minimum 100 réponses. C'est un bon échantillon. Après, si vous n'avez pas 100, c'est pas très grave, mais c'est déjà, avec 100, vous commencez à avoir de la matière. Et pour la partie analyse, ça se fait à la main, vu qu'on ne fait pas de QCM. Donc, l'objectif, c'est aussi, là, comme vous allez beaucoup lire ce que les gens... Alors, c'est pas la manière... J'ai pas dit que la R&D, c'est la partie fun. Hein. J'ai pas dit que c'était très, très drôle. Mais disons que là, vous allez absorber, en fait, un maximum ce que votre audience va dire. Et au bout d'un moment, encore une fois, vous allez voir des choses qui vont se recouper. Vous allez voir des... Moi, je sais que quand j'avais fait ça pour ma formation copywriting, je voyais 2 mots qui étaient utilisés tout le temps. C'était syndrome de la page blanche et syndrome de l'imposteur et faute d'orthographe, par exemple. Et c'était des mots et des verbatims qui revenaient souvent. Donc, ça, c'est un travail qui est assez long à faire, mais de lire toutes les réponses. Et vous pouvez aussi surligner ce qui revient régulièrement. Notez les expressions aussi. Moi, j'aime bien, je vous partage ce que j'appelle mon framework. C'est le BFD. Donc, BFD, c'est Believe, Feeling, Desire. Believe pour croyance, Feeling pour ressenti et Desire pour désir. En gros, c'est de se poser la question en quoi les gens croient, quelles sont leurs croyances. Par exemple, pour l'écriture, pour moi, pour le copywriting, c'est les gens pensent que l'écriture est réservée qu'aux écrivains ou qu'aux gens qui savent écrire, ou des gens qui ont fait des études de lettres, par exemple. Feeling, du coup, ils n'ont pas confiance en eux. Et désir, ils aimeraient pouvoir avoir confiance, ne plus avoir le syndrome de la page blanche, etc. Donc là, vous avez aussi je vous ai donné un petit framework pour aussi ne pas oublier de vous concentrer à la fois sur les croyances, les ressentis et les désirs. Bref, en conclusion, je vais commencer à accélérer parce qu'on arrive à la fin. Je vais être un peu pressée par le temps. Donc cette étape, vous allez obtenir une grande quantité d'informations. C'est une étape qui est assez scalable dans le sens où vous allez pouvoir faire un sondage et obtenir beaucoup de réponses et des réponses qui sont assez précises, contrairement à la première étape. Et ensuite, vous allez vous imprégner de votre cible. On arrive à donc l'étape 3, qui est l'entretien individuel. Donc, en général, quand on parle de créer des personas et de construire ces personas, les gens passent directement à l'étape 3. Donc, l'entretien individuel, vous avez compris, c'est vous prenez 40 minutes avec une personne et vous allez lui poser des questions. Donc, dans cette étape, je vais aller assez rapidement, mais l'objectif, c'est pourquoi j'ai mis un post-it avec écrit tais-toi. C'est que quand on est dans une conversation, on a tendance à vouloir rebondir ce que les gens disent. On a tendance à vouloir intervenir. On a tendance à ne pas laisser de pause et de blanc quand on parle. Alors que parfois, laisser des pauses, laisser des blancs, c'est là où en fait les gens vont aller creuser au-delà du superficiel qu'ils vont vous dire. Donc, moi, je mets toujours ce post-it tais-toi sur mon ordinateur qui m'oblige à penser à ne pas parler et à être vraiment dans cette posture d'écoute. Donc là, vous allez obtenir des entretiens individuels en contactant des gens sur LinkedIn, en contactant des gens sur des groupes, etc. Je ne refais pas le détail. Ce qu'il ne faut pas faire, arriver en disant voilà mon produit, est-ce que tu serais prêt à l'acheter? Ou arriver avec voilà mon idée d'article, est-ce que tu as envie de le lire? Pourquoi? Parce que les gens vont vouloir vous faire plaisir. Vous allez introduire un biais, surtout que là c'est en face à face, donc vous allez introduire un biais qui sont que les gens ils vont vous dire ah ouais c'est génial ce que tu fais et tout, alors que c'est pas ce qu'on veut. Nous on veut savoir ce qu'ils pensent vraiment, ce qu'il y a dans leur tête. Et on est là vraiment pour comprendre ce que le prospect ressent, ou ce que votre audience ressent. Donc 5 questions moi que j'aime bien poser, c'est quel est votre problème principal dans ce domaine? Donc quel est votre problème principal dans
dans l'écriture, par exemple, de publication, ou quel est votre problème principal en recrutement, quel est votre problème principal en entretien candidat, quel est votre problème, bref, trouvez la thématique sur laquelle vous voulez écrire ou votre thématique, quel est votre problème principal dans cette thématique-là. C'est une question vague et il va vous dire ce qui lui vient à l'esprit. C'est très bien, c'est exactement ce qu'on veut. Si la personne se perd, c'est exactement ce qu'on veut, il faut qu'elle vous dise exactement ce qu'elle a dans la tête. Deuxième question, à quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez résoudre ce problème? Troisième question, à quoi ressemblerait votre vie dans 5 ans si vous n'arrivez pas à résoudre ce problème? Donc ça, c'est OK, quel est le pire truc qui peut arriver? Et quatrième question, qu'est-ce que vous avez essayé pour résoudre ce problème? Donc ça, c'est les alternatives. Et cinquième question, quelles sont vos influences sur le sujet? Donc là, vous avez des questions qui sont... Il faut toujours poser les mêmes questions, comme ça, vous avez votre trame. Et là, donc, ces entretiens individuels, vous allez avoir des choses qui vont être beaucoup plus fines, beaucoup plus précises, et vous allez pouvoir aussi rebondir. Moi, je vous conseille beaucoup de poser la question « Pourquoi ?» Pourquoi, ça vous permet de creuser à chaque fois, d'avoir des informations en plus. Pourquoi? Il y a une étude psychologique qui dit au bout de 5 pourquoi, en fait, on arrive à des choses tellement profondes chez la personne, c'est un peu limite une thérapie, quoi. Donc, n'hésitez pas à poser cette question « Pourquoi ?» et « Qu'est-ce qui t'a fait ressentir ça ?» Donc, on arrive à la fin de la partie où je vous ai présenté la théorie de cette méthode. La théorie qui était, je le rappelle, partie 1, avoir quelque chose de très large, aller vraiment dans l'Internet pour espionner ce qui se passe et avoir une première idée assez vague de et récupérer des informations. Deuxième étape, le sondage. Donc, le sondage, c'est une grande quantité d'informations que vous allez pouvoir récupérer au travers de quelques questions que je vais vous montrer. Moi, je vous montrerai des questions que j'ai posées. Et troisième étape, faire des entretiens individuels. Vous voyez la différence entre la deuxième étape et la troisième étape, c'est que dans un cas, vous allez avoir une grosse quantité d'informations, mais des informations qui sont peu précises parce que vous n'allez pas pouvoir rebondir, alors que dans la troisième étape, vous allez avoir des informations beaucoup plus précises, mais vous n'allez pas pouvoir passer votre vie en entretien avec les gens. Donc, l'objectif, c'est de faire un mix aussi entre ces deux étapes-là pour avoir assez de données et en même temps des données qui soient assez précises. Et donc, on arrive à la fin de cette conférence. Et je voulais finir par vous donner, moi, en pratique, comment est-ce que j'ai fait et vous livrer aussi mes résultats. Première chose, donc là, j'ai pris comme exemple, je vous disais tout à l'heure, j'ai créé une formation au copywriting qui dure 5 heures. Et en fait, avant de lancer, de commercialiser cette formation en copywriting, je voulais comprendre quels étaient les problèmes des gens pour à la fois produire un bon contenu, mais aussi créer des bonnes pages de vente et cibler en fait les douleurs des gens. Et donc, je suis allée sur Quora. Et là, vous voyez des questions comme comment créer des pages de vente sans effort, comment réaliser de meilleures ventes en ligne, comment améliorer comment améliorer mes ventes sur ma boutique. Donc là, quelles sont les meilleures techniques de copywriting dans une page de vente? Donc là, j'ai commencé à voir, donc j'avais tapé comme mot-clic page de vente. Et là, j'ai vu que déjà, il y avait le terme copywriting qui ressortait. Donc potentiellement, c'est un terme que mon audience, elle connaît, parce que copywriting, tout le monde ne connaît pas. Je suis allée sur Slack aussi, et là, c'est un Slack de gens d'écrivains. Et il y a quelqu'un qui disait, mon objectif est d'apprendre à mieux écrire pour être plus impactant dans mes messages, dans ma vie pro et perso. Ayant étudié et vécu à l'étranger, c'est parfois les mots de ma langue maternelle qui me manquent. Donc là, on voit quelque chose, c'est que la personne, elle manque de confiance en elle par rapport à l'utilisation de la langue, mais aussi qu'elle veut il y a des mots qui sont importants, qui sont plus d'impact. Donc, impact, c'est un mot qui était revenu souvent. Et là, pareil, je suis allée faire des revues Amazon et j'ai surligné en jaune les choses qui étaient intéressantes. Par exemple, il y a quelqu'un qui disait les grands principes du copywriting plutôt que des petites astuces accessoires. Donc là, il y a des critiques à côté desquelles il ne faudra pas passer lorsque je dois écrire mes pages de vente. Donc là, j'ai récupéré plein de petites choses que j'ai notées aussi dans un document. Et donc, deuxième étape, c'était créer un sondage. Moi, j'ai posé 3 questions dans mon sondage. Mon sondage, en fait, je l'ai fait. En fait, j'avais créé une formation par email gratuite de 5 emails pour maîtriser le copywriting. Donc, c'était un programme email. Et en fait, au début de ce programme email, je souhaitais la bienvenue aux gens et je leur posais 3 questions. Et donc, c'était pas un sondage sur Google ou sur Typeform ou sur Google Forms, c'était un sondage vraiment par question sur email. Donc, les gens avaient vraiment le sentiment de répondre à une question, de répondre à un email. Et on n'était pas dans tout cet univers où on a l'impression d'être dans un cas d'étude, quoi. Donc, j'ai copié-collé toutes les réponses que j'ai obtenues. J'avais posé 3 questions. Pourquoi est-ce que vous voulez apprendre le copywriting? Qu'est-ce qui vous empêche le plus d'écrire? Et quel est votre prochain objectif business? Pourquoi vous voulez apprendre le copywriting? On en vient à la première slide où je vous ai parlé des désirs. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? C'est les freins. Et quel est vos prochains objectifs business? Là, moi, je voulais prendre un recul un peu plus macro parce que, par rapport à ma cible notamment, recontextualiser ton objectif plus global, en fait, que apprendre à écrire.
Et dernière chose que j'ai faite, c'est que, donc là, vous voyez, c'est ce que j'utilise en fait comme application qui s'appelle Bear. Et vous voyez, en fait, là sur la gauche, j'ai Mathieu, Clément, Ismaël, Hugo, bref, c'est que des gens que j'ai interviewés. Et donc ça, c'est mes prises de notes. Et notamment, j'ai mis s'est lancé avec un associé, il a la priorité de développement produit, il a découvert l'approche growth plus tard, il veut avoir une visibilité, avoir une communauté. Donc là, j'ai écrit ce qu'il m'avait dit pratiquement mot pour mot, ce qu'il aime aussi. Donc là, j'ai vraiment récupéré les informations que j'avais obtenues en entretien. On arrive à la fin de cette présentation. Je suis allée un peu vite sur la fin parce que j'étais prise par le temps. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. On va passer aux questions. Alors, j'ai pas regardé dans le chat. Je vous ai dit que je le ferai. Je l'ai pas du tout fait. Mais je vais le faire maintenant. Nina, je vais te poser les questions si ça te va. Ouais. Alors moi, j'ai adoré l'approche. J'ai l'impression que ouais, c'est vraiment toute cette phase qui est beaucoup d'études qui paraît souvent contre-productif, mais au final qui l'est, qui nous permet de vraiment trouver les bons leviers pour pouvoir persuader nos clients. Comme ça rebondit avec beaucoup de choses sur les sciences cognitives et j'ai trouvé ça vachement intéressant avec une approche très proche de l'audience. Alors, j'ai vu des questions super intéressantes. Je vais commencer par une question de Ayoub. Des fois, les rédacteurs mettent des erreurs d'orthographe ou de frappe pour pousser l'internaute à réagir. Est-ce que pour toi, Nina, c'est une bonne technique? Moi, je fais assez de fautes de frappe d'orthographe pour pas être, pour ne pas être obligé d'en mettre de manière artificielle. Parce que oui, ça arrive de laisser des coquilles s'échapper. Moi, je le fais jamais de manière intentionnelle. Honnêtement, je vois pas l'intérêt vraiment de le faire. Je vois pas l'intérêt de le faire. Moi, je le ferai pas parce que je pense que si ton contenu est assez pertinent et assez intéressant, ben en fait, t'as pas besoin d'entourlouper ton lecteur. En fait, si tu délivres assez de valeur, pose une question. Moi, ce que je ferais, ce serait plutôt poser une question. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Et vous, comment vous faites? Ou certaines personnes pensent que. Moi, je pense que t'es plutôt pour ou t'es plutôt contre. Enfin voilà, plutôt essayer d'engager l'audience au travers d'une question ou de les solliciter au travers de leur avis plutôt que de faire une faute d'orthographe ou quoi. Alors moi, je suis pas ayatollah d'orthographe. Hein, je veux dire, ça arrive de faire des fautes d'orthographe et tout. Je sais pas du tout. Je pense pas que l'orthographe soit une valeur en soi, mais ça arrive. Mais je pense pas qu'il faille en fait faire exprès de mettre des fautes. Juste la petite anecdote au passage. Ce matin, j'ai envoyé une newsletter à 21 000 personnes et j'ai mis un lien qui était mort et j'ai jamais eu autant de réponses à ma newsletter. Donc oui, ça marche en fait de faire des erreurs, mais par contre c'est quand même assez embêtant pour le lecteur. Donc moi je ne conseillerais pas de le faire exprès. D'accord, merci Nina. Alors là, j'ai une question, je sais qu'en plus tu m'as déjà répondu la semaine dernière. C'est une question d'Anthony. Comment faire pour s'adresser à plusieurs personnages sur la même page, le même produit? Ouais, super intéressant. C'est un peu l'exemple du vélo, hein, en fait. Tu peux vendre un vélo pour pas mal de raisons et pour pas mal de personnes différentes. En fait, il faut faire la différence entre ce qu'on va appeler ta page d'accueil et ta page de vente. Une page de vente, c'est pour une seule audience. Donc imaginons là l'audience c'est Bobo Écolo pour le vélo. On reprend cet exemple-là. La page de vente Bobo Écolo pour le vélo, en fait, tu vas ramener du trafic qualifié Bobo Écolo dessus. C'est-à-dire que si tu fais de la publicité sur Facebook, tu vas faire une publicité targetée autour du bénéfice qui est réduire son empreinte carbone, par exemple. Tu vas le cibler autour d'un ciblage qui est préoccupation écologique, développement durable, etc. Donc en fait, tu vas créer du trafic sur cette page et tu vas emmener du trafic qualifié sur cette page au travers de ces publicités. Tu peux avoir un article, par exemple, 10 astuces pour pour réduire sa consommation de CO2. Et ben, à la fin de cet article, tu vas rediriger vers cette page de vente-là, spécifique. Une page de vente, c'est une audience, un produit, un bénéfice et une offre. Mais quand je dis une audience, là, c'est l'audience Bobo Écolo. Tu vas avoir ton autre audience qui va être sport. Donc plutôt la catégorie la persona Nina qui va elle être intéressée par le fait que le vélo c'est bon pour sa santé. Et donc là, bah pareil, tu vas créer des publicités qui vont être différentes, tu vas créer des articles qui vont être différents et tu vas pouvoir envoyer des personnes qui vont être qualifiées sur cette proposition de valeur là, sur cette page là. Donc ça c'est la première chose, ça c'est des pages de vente. Ensuite, il y a autre chose. Donc tu vas amener du trafic qualifié. Après, il y a autre chose, c'est quand tu vas aller sur ta homepage, donc qui est ta page d'accueil sur ton site internet.
En vrai, la page d'accueil de ton site internet, a priori, il n'y a pas grand monde qui arrive dessus, à part les gens qui tapent le nom de ta boîte. Nous, si les gens tapent Germinal, il n'y a qu'en tapant Germinal Marketing que tu tombes sur la page sur Germinal Marketing. Enfin, sur notre page de vente. Donc, en fait, il faut savoir que ta page d'accueil, en fait, elle n'a pas le même objectif que ta page de vente, tout simplement parce que c'est pas les mêmes personnes qui arrivent dessus. Quelqu'un qui va taper Germinal Marketing sur Google, il aura pas forcément, il aura plus peut-être de la curiosité. Donc là, l'objectif de la page de vente, c'est plutôt de te présenter. Donc, là, c'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir en fait une page de vente qui va parler de toi et d'avoir une page d'accueil qui va parler de toi et d'avoir derrière des pages de vente qui vont être adaptées en fonction de tes personas. Et il y a Alan qui fait ça très bien. Je vous conseille d'aller sur le site de Alan. Et eux, ce qu'ils font, c'est que, je regarde en même temps, c'est qu'en fait, dès que vous arrivez, ils vont segmenter leur audience et ils vont direct vous demander est-ce que vous êtes une startup, est-ce que vous êtes une grande entreprise ou est-ce que vous êtes un indépendant. Et en fonction de ce que vous allez cliquer, en fait, ils vont derrière avoir des pages de vente adaptées, en fait, avec un discours adapté. Donc, en gros, moi, ce que je te conseille, c'est sur ton site internet, soit tu segmentes, soit tu fais des pages de vente qui sont volantes et t'emmènes du trafic qualifié dessus, en fait. Ok, super Sinon, tu poses pertinent. la question, tu fais comme Alan. Je vous ai partagé le lien dans le chat. Parfait. Ensuite, même si tu as déjà répondu, elle a eu beaucoup de votes. J'ai une question d'Émilie. Est-ce que tu as des techniques pour accéder à ces informations dans le cas de marché B2B de niche avec des cibles difficiles à trouver sur les canaux grand public? Ouais, alors moi, tu vois, j'ai toujours fait pratiquement que du B2B parce que je travaille dans la formation et qu'en fait, la formation, elle est souvent achetée par les entreprises pour leurs salariés, tu vois. Et donc, même si tu fais du B2B, tu t'adresses toujours à des gens. Je m'explique. Moi, je vendais une formation au recrutement. Et en fait, j'avais, dans mon cycle de vente pour ma formation au recrutement, dans mon cycle de vente, j'avais 3 personnes qui intervenaient. J'avais le recruteur qui, lui, était l'utilisateur de ma formation. Donc, c'était mon user. Donc, c'était lui qui allait être formé. J'avais le manager de ce recruteur qui, lui, était plutôt prescripteur de la formation, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui disait au recruteur, bah tiens, tu vas suivre la formation. Et il y avait une troisième personne qui n'a rien à voir, c'est le RH en charge de la formation. Et donc, lui, c'est quelqu'un qui en a rien à faire, enfin, qui connaît pas, qui est souvent assez loin des problématiques de recrutement, qui est plutôt quelqu'un d'administratif et qui va plutôt gérer des lignes de budget. Et donc là, vous voyez, enfin, tu vois que c'est un produit B2B. Il y a plusieurs personnes qui interviennent dans le cycle de vente. Et c'est potentiellement 3 personnes qui vont avoir des préoccupations différentes. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai segmenté. J'ai créé 3 personas. Ma première persona, c'était le recruteur. Et donc, j'ai développé toutes les problématiques qu'il pouvait y avoir autour du recruteur, c'est-à-dire tu trouves pas de candidat, tes messages d'approche ne marchent pas, tes annonces sont chiantes. Bref, voilà. J'avais développé aussi ma persona manager de recruteur qui était ses problématiques à lui, qui étaient je veux fidéliser mon équipe, je veux que mon équipe soit performante et je veux que potentiellement ma hiérarchie, c'est souvent des gens qui sont pris en fait entre la hiérarchie et leur équipe. Et donc, je veux potentiellement que mes hiérarchies me reconnaissent et valoriser le travail de mon équipe auprès de mes hiérarchies. Donc là, j'avais développé tout un discours autour des problématiques du manager, mais j'allais pas lui parler de comment avoir plus de réponses à cette annonce parce que lui, c'est pas son quotidien. Et la troisième personne, c'était le responsable formation. Et lui, en fait, il en a rien à faire du recrutement. Il veut juste savoir si la formation, elle est finançable, si la formation sur quelle ligne de budget elle va pouvoir rentrer et comment est-ce que il va pouvoir gérer. Donc lui, j'allais plutôt lui dire, écoute, on est finançable, t'inquiète de rien, on gère tous les papiers administratifs et le truc, il est bouclé en 5 minutes. Donc là, tu vois qu'en fonction, donc c'est des personas, c'est assez niche parce que bon, c'est de la formation en recrutement. Voilà, il y a 50 000 recruteurs en France, donc c'est pas tant que ça. Donc, c'est du B2B, c'est assez niche. Et pourtant, tu vois, tu peux quand même créer des personas, même si tu es sur du B2B. Là, je te conseille vraiment d'aller creuser en fonction des problématiques, des métiers de chaque personne. Ok. J'ai une question que je trouve super pertinente, sachant que tu avais un background plus ingénieur R&D, Nina. Pourquoi tu t'es lancée dans le copywriting? Très marrant comme question. Ouais, juste pour vous faire mon parcours. En fait,
Moi, je suis ingénieure en chimie à la base, donc pas grand-chose à voir. Et en fait, je suis tombée dans le recrutement. Donc, j'étais recruteuse. Je recrutais des profils scientifiques. Je crois qu'au fond de moi, j'ai jamais trop voulu faire de la chimie. Je suis très vite partie dans autre chose. Et je recrutais des profils scientifiques. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en fonction des messages que j'envoyais à mes candidats, en fait, j'avais des taux de réponse qui étaient plus ou moins élevés. Un candidat que je vais approcher sur LinkedIn, par exemple, si je lui dis salut, enfin bonjour, je suis Nina, je recrute actuellement pour un poste de technicien en chimie, pour un CDI dans le 92. Dites-moi si vous êtes à l'écoute d'opportunités. Bah, c'est chiant comme message. Donc les gens ils répondaient pas. Et donc, comme je voulais avoir plus de candidats, avoir plus de performances, surtout que j'étais incentivée au nombre de placements, donc j'avais plutôt intérêt à faire des placements. Là, j'ai commencé à écrire différemment. Et notamment, en fait, l'écriture, c'est aussi le cas dans les annonces. Donc, dans les annonces, j'ai commencé à rédiger des annonces qui étaient vachement plus sympas que rattachées à enfin, des annonces chiantes qu'on lit, quoi. Donc là, j'ai commencé à me rendre compte au travers du recrutement de profils scientifiques que l'écriture avait un impact. Et ensuite, j'ai changé de boîte et j'étais commerciale. Donc là, je commercialisais des formations au recrutement. Et pareil, j'ai constaté la même chose et je me suis rendu compte que l'écriture, c'était quand même le truc qui me permettait d'obtenir pas mal de rendez-vous clients. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser. Et ce qui est assez drôle là pour la petite histoire, c'est que moi là-bas, je suis hyper dyslexique. C'est pour ça que je parlais des fautes d'orthographe tout à l'heure. Et je pense pas qu'il y a besoin d'être Proust pour faire du bon copywriting. Et ce qui est important, c'est aussi de rentrer dans la tête des gens. C'est que si vous arrivez à avoir cette partie-là où vous allez toucher les gens, vous allez les toucher dans leurs problèmes, vous allez toucher dans leurs émotions, en fait, l'écriture, ça reste que les 100 derniers mètres. Et s'il y a vraiment quelque chose à retenir, moi, de cette présentation, c'est que l'écriture, finalement, c'est les 100 derniers mètres du process. Toute cette phase, si vous avez toute cette phase amont de R&D, derrière, en fait, ça devient beaucoup plus simple. Donc, du coup, Voilà, un peu finalement, pour le parcours. tout le monde peut y arriver. J'aime bien parce que là, du coup, c'était une approche très pratique. Tu passais du micro où tu avais besoin du copywriting pour plus performer au macro où du coup, tu t'es formé sur tout le processus. Ouais, En tout cas, je te exactement. remercie. Je te remercie, Lina. C'était la dernière question pour pas qu'on soit en retard pour la prochaine conférence.